l'occasion, cet ensemble sofa fauteuil Elran vous est offert au bas prix de 1299 $. Toujours sans aucun dépôt, paiement ni intérêt avant janvier 97. Hâtez-vous, cette offre ne durera pas longtemps. Bro et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. La Bosnie. La Bosnie? Oui, en effet. Ça a été... il se passe des choses graves, là. Je pense que on mesure pas la gravité des événements qui se passent là. C'est une poudrière. Le mois d'avril, en principe, c'est le mois où commence la saison de baseball. Cette année, avril a été marqué par la fin du plus long conflit dans le sport professionnel. Après plus de 234 jours de crise, le baseball majeur est de retour. Malgré les apparences, le fond du problème entre joueurs et propriétaires n'est toujours pas réglé. Les parties se retrouvent au même point qu'avant la grève. Ce conflit aura coûté très cher à tout le monde. 1 milliard de dollars, dont 800 millions aux propriétaires. Le Canada a mené une guerre cette année, il faut le dire, avec un très fort appui de la population. Une guerre du poisson. En fait, le Canada s'est battu pour préserver une de ses dernières ressources sous-marines, le turbo. En janvier, donc, Ottawa décide d'étendre sa juridiction au-delà de la zone des 200 000 marins, ce que contestent tous les pays européens. Mais le ministre Brian Tobin met ses menaces à exécution. Le 10 mars, l'Estaille, un bateau espagnol, est arraisonné par des navires canadiens. Le geste est condamné par la communauté européenne qui crie à la piraterie. Brian Tobin était visiblement fier de son coup. Un vrai coup de théâtre et tout ce qu'il y a de plus médiatique. Le Canada est venu livrer presque à la porte des Nations unies le filet du chalutier espagnol Estaille, arraisonné il y a 2 semaines sur le nez du grand banc de Terre-Neuve. Le maillage est non seulement trop serré, mais il y avait en plus une doublure, ce qui veut dire que les petits et même les très petits poissons n'avaient aucune chance. Ce qui prouve, selon Brian Tobin, que le flétan du Groenland est aussi en voie d'extinction si c'est tout ce qu'ils peuvent pêcher avec ce filet qu'il appelle une monstruosité écologique. La scène du coup de théâtre canadien à New York avait, il faut le dire, des allures surréalistes. Et pendant ce temps-là, la guerre du turbo rebondissait un peu partout dans le monde, et particulièrement en Europe. La commissaire aux pêches de l'Union européenne, par exemple, Emma Bonino, qui n'avait pas eu une journée facile hier, aurait été rappelée d'urgence à Bruxelles, semble-t-il, pour démissionner, selon les rumeurs. La conférence ne devrait d'ailleurs pas trop en souffrir, même que toute cette attention pourrait avoir été bénéfique. J'avoue que je suis même frappé, moi, de ce que ça a donné comme impétus, n'est-ce pas, comme élan à la conférence. Pour en arriver, tout le monde en parle maintenant. Et tout le monde a décidé que oui, c'est le temps, il faut agir, il faut faire quelque chose. Ici, Louis Lemieux, à New York. Bon, commencez alors. Finalement, le Canada et la communauté européenne en arrivent à une entente à la mi-septembre. L'accord comprend des règlements sur les quotas de poissons, la grosseur des filets et la présence d'observateurs indépendants à bord des bateaux de pêche étrangers. Pour la première fois, un Acadien a accédé à la plus haute fonction honorifique au pays, celle de gouverneur général. Le 8 février, Roméo Leblanc, un libéral de la première heure et ex-journaliste, devient le 25e gouverneur général du Canada. Il succède à Rena Tishin, nommé en 1990. Le lundi matin 20 mars, plus de 5000 personnes qui ont emprunté le métro de Tokyo ont respiré un gaz mortel. Le sarin, un gaz utilisé par l'armée allemande durant la Deuxième Grande Guerre. 12 en sont morts, des centaines d'autres hospitalisés. Tout de suite, les soupçons se tournent vers une secte religieuse, la secte Aum, dirigée par Shoko Asahara. Après 55 jours d'enquête, le gourou est arrêté. Son procès va se poursuivre l'an prochain. C'est un acte terroriste sans précédent. Une attaque au gaz toxique à une heure de grande affluence dans le système de métro le plus fréquenté du monde. Les secouristes se sont rapidement précipités sur les lieux. Mais à cause du nombre élevé de passagers malades et de la nature de leurs symptômes, les corps de police et de pompiers ont été vite renforcés
par des unités de l'armée spécialisées dans les mesures antichimiques. Le gaz mortel qui était contenu dans des boîtes enveloppées dans du papier a été répandu dans au moins 5 wagons sur 3 lignes de métro qui traversent le centre commercial et administratif de la capitale japonaise. Selon les autorités, le gaz appelé sarin est un gaz de combat mis au point par la recherche nazie en Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Il est beaucoup plus toxique que le cyanure. Je n'ai rien senti, dit un passager, mais j'avais de la difficulté à respirer. C'est pour trouver les coupables et pour essayer d'empêcher toute nouvelle action. L'attentat a secoué le Japon, un pays qui est réputé comme l'un des plus sûrs au monde. D'autant plus que tous reconnaissent qu'il est très difficile de mettre en place des mesures de sécurité réellement efficaces contre des actes aveugles dans des lieux très fréquentés. Ici Patrick Brown à Tokyo. Oklahoma City, l'incompréhensible. 168 morts, plus de 500 blessés. Les présumés auteurs de l'attentat, Timothy McVeigh et Terry Nichols, 2 hommes qui seraient proches de la milice du Michigan, un groupe paramilitaire d'extrême droite. Cela fait maintenant 60 heures que 150 personnes sont prisonnières de ces décombres. Les recherches se poursuivent, mais elles ont dû être arrêtées périodiquement et limitées au sous-sol, car les grands vents faisaient revoler les débris. À l'aide de marteaux-piqueurs et de leurs mains, les secouristes déplacent les décombres. Et toutes les précautions sont prises pour ne pas que la structure s'affaisse quand on retire des pans de béton. L'information est maintenant livrée au compte-gouttes. Et c'est pour cela que le gouverneur de l'État a causé tout un choc ce matin en annonçant que 50 cadavres avaient été retrouvés sous une dalle de béton dans le sous-sol de l'édifice éventré. 50 victims under a slab in the basement. And I said, "Oh Lord, it didn't look good down there." Ce n'est pas beau à voir là-dedans, dit ce secouriste qui a perdu tout espoir de retrouver les survivants. D'autres disent qu'ils évitent de réfléchir, qu'ils fonctionnent comme des zombies. Right now, you're just kind of still in a zombie stage. Les familles éplorées sont hébergées dans une église de la ville. Ce couple a perdu ses 2 enfants qui étaient dans la garderie. Mon plus vieux, dit ce père, venait de perdre 2 dents. Ce fut notre dernière conversation. La propriétaire de la garderie est encore sous le choc d'avoir perdu tous ses employés d'un coup. Et cet homme, dont la fille est ensevelie sous les décombres, s'est vu refuser l'accès au site de la tragédie. Personne n'arrive à oublier, surtout pas ce pompier qui a fait la première page des journaux du monde entier avec un bébé ensanglanté dans ses bras. Mais le bébé est mort. Cela prendrait un miracle, admettons maintenant ouvertement, pour trouver un survivant. Mais maintenant que 3 suspects sont sous les verrous, les victimes comme Terry Shaw, qui a survécu à l'explosion, sont soulagées. Really, if you want to know the truth, believe that they caught him. Because they're Americans, I think it makes it worse. Le fait que les suspects soient américains, disent les gens de l'Oklahoma, rend cet attentat encore plus odieux. Il était plus facile pour eux de croire que les terroristes venaient d'ailleurs, du Moyen-Orient. Julie Miville-Dechaine, à Oklahoma City. Un mois plus tard, ce qui reste de l'immeuble fédéral Alfred Murrah est détruit, mais ça n'efface pas la douleur. La faillite de la banque Barings a prouvé au monde entier que le système bancaire international n'était pas inébranlable. Mais le plus incroyable dans toute cette affaire, c'est qu'un seul homme, Nick Leeson, un courtier de 28 ans de la Barings, a ruiné la vénérable banque d'affaires. De Singapour, Leeson avait pris des engagements non autorisés de 27 milliards sur des contrats d'actions. L'affaire s'est finalement réglée lorsque la société néerlandaise ING a garanti le remboursement des créanciers de la Barings. Quant à Leeson, il a été condamné à 6 ans et demi de prison par un tribunal de Singapour. On a besoin des petits fantasmes des fois. Mais des gros aussi. Mais au moins, moi, je l'avoue. Là, maman, là, c'est toi qui me fais de la peine.
On est calme, oui. Je viens de te dire que je te tombe tous les nuits avec mon ordre dans ma tête, puis si ça te fait rien. Mais non, mais ça fait... Qu'est-ce que je te dis? Pour ceux qui en demandent toujours plus, le moment est enfin arrivé. Obtenez 500 $ de remise supplémentaire sur tous nos modèles 95-96 pendant le grand solde des lendemains de Noël Chrysler. 500 $ sur nos Chrysler, Dodge, Plymouth et Jeep et Eagle. Applicable aussi sur nos toutes nouvelles Mini Fourgonnettes. C'est 500 $ en argent, en plus de nos rabais courants. Mais faites vite, l'offre se termine le 29 décembre. Seulement chez vos concessionnaires Chrysler, Jeep et Eagle. Quatuor photo Jean Coutu. Pour vos photos des fêtes, obtenez-en encore plus. Le développement est à bas prix, 5,98 $. Ensuite, les doubles sont gratuits. Oui, oui, gratuits. De plus, obtenez un agrandissement 5x7 gratuit, lui aussi. Et ce n'est pas tout. Jusqu'au 5 janvier, le film Kodak Fun Time vous est offert à seulement 1,89 $. Jean Coutu vous souhaite de joyeuses fêtes. Pour moi, ça a été auprès des enfants, là, naturellement, toutes les victimes, ce qui monte à la télé, là, les médias, ce qu'ils nous ont montré face au massacre qu'il y avait aux enfants, puis ces choses-là. Que de douleurs profondes ont été ravivées à l'occasion des célébrations marquant le 50e anniversaire de la fin de la Deuxième Grande Guerre. On s'est souvenu également au camp d'Auschwitz, le camp de la mort, où 1 million d'hommes et de femmes ont péri, pour la plupart des Juifs. Dans le vaste cimetière qu'est Auschwitz, une prière juive a rempli le silence ce matin. C'était le silence de la mort, du meurtre, sur une échelle terrifiante. 1 500 000 victimes. 90% d'entre elles étaient juives. Aujourd'hui, survivants et dignitaires ont commémoré la fin de cet enfer humain il y a 50 ans. Les souffrances à Auschwitz étaient inimaginables. Mais la signification d'Auschwitz, comment interpréter ces souffrances, a continué à préoccuper des chefs politiques et des survivants, même aujourd'hui. Zygmunt Sobolewski est venu du Canada pour assister à la cérémonie. Il est maintenant canadien, mais pendant la guerre, il était polonais et prisonnier ici. Triste et seul, il a marché dans les allées du camp où il avait passé 4 ans. Il doit sa survie au fait qu'il était catholique et non pas juif. Les nazis n'ont pas cherché à exterminer tous les catholiques. Il est revenu pour témoigner des horreurs qu'il a vues. Des prisonniers emmenés par milliers aux chambres de gaz. Des photos d'hommes qu'il a connus, pendus devant ses yeux. Les souvenirs étaient très douloureux. I feel guilt. I feel guilt as a survivor. Je me sens coupable, dit-il. J'ai un sentiment de culpabilité, un sentiment que j'aurais dû faire plus pour ceux qui sont morts. Il y a 50 ans, on a éteint les flammes des fours d'Auschwitz. Aujourd'hui, les flammes étaient celles du souvenir. Un hommage final à ceux dont les cendres, dont les noms sont perdus, dispersés à jamais sur le sol du camp du mal. Ici Don Murray à Auschwitz. En France, les électeurs mettent fin à 14 années de socialisme. C'est la victoire de la droite, une courte victoire de Jacques Chirac qui succède à François Mitterrand. Le nouveau président remporte le second tour avec 53 % des suffrages contre 47 % au socialiste Lionel Jospin. Avec un si faible écart, la tâche s'annonce lourde pour Jacques Chirac. Un premier dossier controversé pour le président Chirac en début de mandat, ce sont les essais nucléaires en Polynésie française. La décision suscite la réprobation en France, mais aussi à l'étranger, surtout dans le Pacifique. Le premier essai a lieu en septembre à 600 mètres, sous l'atoll de Mururoa, un tir d'une puissance qui équivaut à la bombe d'Hiroshima 50 ans plus tard, presque jour pour jour. Partout,
d'importantes manifestations ont lieu sous l'initiative des mouvements écologistes, dont Greenpeace. Le président Chirac reste ferme et ne revient pas sur sa décision. Je voudrais être capable de me confesser, mais mon péché n'est pas confessable. Mon péché est trop grave. S-O... Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, s'ouvrir. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a perdu son pari. Ses deux expositions, Beauté mobile et Les symbolistes, n'ont pas eu le succès espéré avec seulement 250 000 visiteurs. À 3 millions de dollars chacune, il aurait fallu 2 fois plus de monde pour que les expositions fassent leurs frais. Résultat, le déficit du Musée des Beaux-Arts prend des proportions inquiétantes et se situe maintenant à près de 2 millions de dollars. À compter du 16 mai, les mauvais payeurs au Québec vont être traqués et forcés de verser une pension à leur ex-conjoint pour leurs enfants. En mai dernier, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la loi sur la perception automatique des pensions alimentaires, une loi qui permet au gouvernement de percevoir les pensions à la source et de les remettre aux parents qui ont la garde des enfants. Si la loi sur les pensions alimentaires fut un gain important pour les femmes, une défaite les attendait quelques jours plus tard avec l'affaire Suzanne Thibodeau. La plus haute cour du pays déboute Suzanne Thibodeau qui demandait que la pension alimentaire versée pour ses enfants soit exemptée d'impôts. 5 contre 2, 5 hommes contre 2 femmes. Pour moi, c'est clair que la loi est faite par les hommes et pour les hommes. Victoire importante pour les milliers de femmes québécoises et ontariennes qui ont intenté un recours collectif contre les fabricants de prothèses mammaires au silicone. La compagnie Bristol Myers Squibb accepte de leur verser 28 millions. Quelques mois plus tard, un autre recours collectif est déposé. Cette fois contre la Dow Chemical, la maison mère du fabricant d'implants mammaires Dow Corning.